Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique. Ça fait 2 fois que je le dis pendant l'enregistrement. Professeur d'éthique à l'Université Laval. Re-bienvenue à votre saison 4, la rentrée d'IA Café, 4e saison, 2e partie de notre rentrée d'IA Café, toujours en compagnie de mes collaboratrices. Nommons-les. Stéphane Minéo est là à distance. Comment ça va, Stéphane? Ça va toujours bien. Bonjour. Shirley Plumerin est toujours là. Ça va bien, Shirley? Salut, ça va? Véronique Tremblay est là avec moi en studio. Ça va très bien aussi, merci. Et Sylvain est là à distance. Ça va toujours bien? Toujours tip-top, Sylvain? Toujours tip-top. C'est bon. Écoutez, le thème de notre entrée, deuxième partie, c'est le même. Je vous disais que je voulais seulement reconnecter avec mes collaboratrices, collaborateurs, prendre de leurs nouvelles, savoir un petit peu leur projet cet automne. Qu'est-ce qu'on suit? Dernier épisode, Shirley suivait les JO, les Jeux olympiques, puis l'implication potentielle de l'intelligence artificielle dans tout ça. Et Stéphane Minéo suivait toutes sortes de dossiers, notamment Gemini de Google, voir si on aurait vraiment peut-être potentiellement un compétiteur à OpenAI à voir. Il nous confiait aussi faire des petites des fleurs à l'aide d'un logiciel qu'il avait lui-même mis en place et déployé. C'était charmant. C'est là où on en était. Continuons avec les 2 autres collaborateurs. J'étais rendu, à distance avec Sylvain. Sylvain, c'est quoi tes projets cet automne? Qu'est-ce que tu fais? Où tu t'en vas? Oui, en fait, cet automne, ce sera une... J'aimais bien, là, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, là, mais tu avais fait une espèce de métaphore au sujet de la thèse de doctorat, là, à propos là, d'une série d'étapes, là, la conception, la gestation et l'accouchement dans la douleur. Le travail et l'accouchement. Le travail et l'accouchement. J'y repense à ça et je me dis en même temps, plutôt l'impression, si on me pose la question, là, qu'après le doc, il n'existe nulle autre chose que de l'accouchement constant. Sans c'est les ça autres. Le postdoc? C'est mon impression. Donc, c'est sans les autres. Une éternelle douleur, c'est ça que tu nous dis? Exactement. Là? C'est l'accouchement, mais démultiplié en 1000 autres petits accouchements. Et mon ressenti, c'est ça. C'est que la thèse, c'est le début de l'accouchement interminable qui ne finit plus sans avoir les autres étapes. Et on en finit même à oublier que les autres étapes existent. Et ça m'amène la conception, tu dois t'ennuyer de tout ça. Là. Ça n'existe plus. Je ne sais plus. C'est dans un passé très, très lointain, comme dirait, dans une galaxie très, très lointaine aussi, comme dirait une célèbre trilogie. Oui. Pour en revenir un peu aux propos de l'automne, c'est d'accoucher, en fait, de quoi tu vas accoucher, là? En fait, c'est de terminer, en fait, la livraison de textes, là, de publications à propos de la recherche que j'ai terminée là, l'hiver dernier, là, à propos des entrepreneurs, de l'imaginaire sociotechnique. Donc, c'est d'essayer de livrer un produit fini de ça, mais les bébés en question se montrent... ils ne veulent pas naître. Ah, ils sont nés, mais peut-être Terrible 2 aussi, si on veut aller dans l'analogie de la naissance. À 2 ans, là, sont un peu têtus. Donc, c'est peut-être ce qui se passe. Là. 2 ans plus tard, le timing serait bon. Les bébés sont têtus, puis tu as de la difficulté à te rendre à la publication de tout ça. Là. Exactement. Puis pour ce qui est de l'automne comme tel, ce qui m'intéresse, moi, c'est sûr que dans les derniers mois, ce qui m'intéressait, c'est un petit peu plus la question des promesses, là, comment on pouvait élaborer, concevoir ces perceptions-là, cette espèce d'espérance-là qu'on pouvait déposer à travers les projets d'intelligence artificielle. Là, j'aimerais ça peut-être un peu me diriger vers la question des risques. Même si ça ne faisait pas, c'était quand même une partie là, de ce que j'avais déjà fait un petit peu.
Ça m'amène aussi... Donc, laisser tranquillement l'imaginaire, encore, puis mais aller dans c'est les juste risques. d'intégrer les risques là-dedans. C'est que l'imaginaire, c'est toujours en... Il y a Donc, l'utopie. l'imagination des risques, les Exactement. risques concrets, réels, les risques C'est ça. imaginés, fictifs. C'est intéressant. Exactement. Ben, ça m'amène un peu à une conférence que j'ai regardée, j'ai visionné cet été. Là. Ça avait été présenté par l'Obevia. C'était au sujet de... Ça s'appelait... discussion sur l'anticipation des risques majeurs de l'intelligence artificielle pour la société. Et il y avait tout un panel d'experts là-dedans, là, entre autres Jocelyn McClure et Oui, j'ai vu ça circuler. Ouais. exactement, et Yoshua Benjo était là aussi. Je trouvais ça intéressant, ce panel-là. Ça m'a amené en même temps une réflexion que je vais vous partager sur un peu l'orientation que j'ai pris actuellement un petit peu. Il y a toujours, on posait la question aux personnes, on leur demandait quel est le plus gros risque pour la société à court, à moyen et à long terme et que peut-on faire? Et j'invite les auditeurs à aller visionner, aller écouter la Je pense conférence. qu'il est sur le site de l'Obvia. Oui, hein, il est là intégralement. Ce qui est Obvia, intéressant, OBVIA. Observatoire sur ça fait les... partie de nos commanditaires, d'ailleurs. Tiens, on va... Observatoire sur l'intelligence artificielle, les enjeux sociétaux de l'intelligence artificielle. Allez écouter ça, une belle conférence. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question-là, les gens n'y répondent pas. On répond toutes sortes de choses, mais ils veulent pas se mouiller. Et puis la plupart disent, si c'est lointain, c'est pas assez concret, puis ça peut être n'importe quoi. Donc, autrement dit, je préfère pas répondre ou répondre autrement. Donc, Et les risques à court terme, ils n'en voient pas? On dit que c'est la question là, de l'intelligence artificielle générale, là, de super intelligence. Pour eux, c'est trop loin. Là. Donc, ce qui est plus préoccupant pour l'instant, et surtout pour les juristes, là, c'est la question. On en revient tout le temps, là, mais les risques actuels. Donc, c'est ceux qui sont posés par les différents systèmes d'IA actuellement. On parlait de la discrimination, de l'opacité. Les aussi, biais, c'est tout le temps les deux mêmes là, qui sortent. Là. C'est pas compliqué, c'est les biais, donc discrimination, EDI, tous les enjeux exactement. EDI, puis la protection de la vie privée. Exactement. On dirait qu'il y a juste ça. Ça, je trouve ça assez... ça devient redondant, en fait, parce qu'on entend ça fréquemment. Je trouve que ça limite un petit peu la discussion. Mais il y a un point de vue intéressant qui avait été amené par l'une des intervenantes. Et là, parce que sur le site, son nom apparaît pas, donc j'ai oublié en fait de noter son nom, là, mais vous allez la reconnaître si vous allez revoir l'intervention comme telle. Là. Mais ce qu'elle disait, c'était qu'on ne peut pas actuellement concevoir ou en fait connaître la trajectoire des développements potentiels de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas comme... Elle remarquait en fait qu'on présentait ça souvent comme ce débat-là se présentait un peu sous la forme qu'on essayait de dresser, de tracer une espèce de carte, là, un chemin tout tracé d'avance, comme une naturalité technologique, comme s'il y avait un sens de l'histoire qui mènerait éventuellement à l'intelligence artificielle générale. Et elle donnait des exemples que c'est... En fait, quand une nouvelle technologie apparaît, ça peut prendre toutes sortes de directions. Et elle donnait 2 exemples très intéressants. Je les reprends, en fait. Là. Mais elle donnait, par exemple, quand on regarde les travaux en archéologie, en histoire, des civilisations précolombiennes, il n'y avait pas de roue dans ces civilisations-là. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas la roue comme telle, mais la roue existait dans les jouets pour enfants. Donc, il y avait les véhicules routiers, mais pour les jouets. Mais il n'y avait pas d'utilité à ça. C'est-à-dire, on n'en a pas fait des moyens de transport. On n'en a pas fait... on n'en a pas trouvé des usages pour le commerce, pour l'activité militaire, des chars de combat comme tels. Et toutes les perspectives qu'elle aurait pu avoir, en fait, pour ces peuples-là, c'est resté au stade d'un jouet. Mais pourtant, c'est la roue. Donc, c'est la même technologie qui, ailleurs, va avoir des répercussions absolument majeures. Là, ça sera pas le cas. C'est pas comme ça que ça va se développer. Ils ont l'objet, ils l'ont conceptualisé, mais leur seule application, c'est dans des jouets. Là, on pourrait objecter toutes sortes de théories. Pourquoi là-dedans? Moi, je me souviens d'avoir déjà lu dans un livre de Jared Diamond, je me souviens pas exactement, mais il expliquait en fait que peut-être que si il n'y a pas eu de charrette ou de
véhicules routiers dans les civilisations précolombiennes, c'était peut-être parce qu'il manquait de gros mammifères pour les tirer. Hein. C'est plus utile si vous avez quelque chose pour tirer des chevaux, par exemple, ou des bœufs pour tirer ça. Si vous n'en avez pas, ben peut-être que là, ça vous tente pas de tirer des exactement. grosses roues. Donc peut-être que là, la roue a peut-être moins d'utilité. Donc ça, c'est des pistes de réflexion, mais elle donnait aussi un autre exemple, qui est celui de la vapeur, d'utiliser l'énergie de la vapeur pour la combustion, pour les fours, la métallurgie, etc. Parce que la vapeur, comme telle, utilisée comme énergie, ça a été découvert en Chine bien avant que ça réapparaisse en Europe. Et même au 13e siècle, là, avec la fin de la dynastie des Song, il y avait la consommation, en fait, de charbon, de charbon, de charbon oui, comme de charbon tel. pour produire de la vapeur. Exactement, pour produire de la vapeur. En fait, ça atteignait les mêmes niveaux que ceux que l'on va observer en Grande-Bretagne au moment du décollage de la révolution industrielle. Et pourtant, il n'y a pas de décollage. Il n'y a pas de machine à vapeur pour actionner les mécanismes, les machines dans l'industrie pour la production comme telle qui va se produire encore une fois. Donc, c'était les deux exemples qu'elle donnait. Elle disait, une technologie, on ne peut pas savoir le sens ou le produit fini que ça va donner. Et c'est curieux que dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est comme si on savait déjà qu'est-ce que ça va donner au final. Donc ça, c'était une remarque que j'ai trouvée peut-être la plus intéressante là-dedans. Et ça m'amène un petit peu à la fameuse théorie du signe noir. Je crois que j'en ai déjà parlé avant, développée par le mathématicien Nassim Nicolas Taleb. Et, du signe noir, oui. Je me rappelle pas, c'est le signe comme une oie, comme un canard? Ou Oui, un signe, le grand signe, comme le lac des cygnes, Jean-François. Voilà. Ben merci, non, mais je sais pas. Peut-être un symbole noir, le signe noir. Le signe, c'est vraiment le signe l'oiseau, là. Je te suis, vas-y. OK. Et le signe noir, en fait, pour lui, c'est un biais cognitif, comme un autre, en fait. Là, c'est la même chose. Je le connaissais pas. Je vais l'expliquer un petit peu, mais en fait, imaginez en fait que, pour le mettre en perspective, c'est l'exemple qu'il donne, mais imaginez que vous regardiez seulement des signes blancs pendant toute votre vie, que chaque endroit où vous allez, où vous voyez des signes, ils sont toujours blancs. Donc, vous allez finir par croire que tous les signes de la Terre sont blancs, ou même de l'univers, ils sont blancs, parce que c'est juste ça que vous avez vu. Donc, c'est en fonction de votre expérience. Et là, justement, le lien avec l'IA est intéressant, parce que les intelligences artificielles sont entraînées avec des jeux de données qui existent. Donc, on ne peut pas dépasser, en fait, ce que les données ne révèlent pas. Donc, s'il n'y a jamais eu de signes blancs qui sont enregistrés dans le jeu de données, ben, l'IA ne saura pas non plus que des signes noirs peuvent exister. Et ça, lui, le Taleb, il donne l'exemple des Européens, en fait, qui pensaient que tous les signes étaient blancs, jusqu'à ce qu'ils tombent sur des signes noirs en Australie. Et puis là, ben, finalement, ils ne pensaient pas que c'était possible, c'était un impensable, en fait. Et c'est ça, la théorie du signe noir. Il y a 3 caractéristiques, en fait. La première caractéristique, c'est le principe de la rareté, c'est-à-dire que les signes noirs sont des événements qui sont hautement très improbables, mais qui ont un fort potentiel d'impact massif, qui peut être même disproportionné dans l'histoire, comme une anomalie statistique, si on veut, qui est souvent sous-estimée ou même complètement ignorée en raison de leur nature exceptionnelle. La deuxième caractéristique, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire que les signes noirs sont difficiles ou impossibles à anticiper en raison de leur extrême rareté, justement. Et il défie les modèles que nous avons pour anticiper les événements, les modèles statistiques. Donc, d'essayer d'anticiper, de prévoir quelque chose qui finalement n'est jamais arrivé. Et la troisième caractéristique, c'est l'impact extrême. C'est-à-dire que lorsqu'un signe noir se produit, il peut avoir des conséquences profondes sur l'histoire, la société et même la politique. Et un exemple qui est donné par lui, c'est le 11 septembre, par exemple. C'est-à-dire, le 11 septembre, quand vous regardez toute la littérature des techno-thrillers, je pense à Tom Clancy, qui était pourtant très prolifique, si on veut, pour imaginer des projets d'attentats, des complots politiques, toutes sortes. Celui-là, il l'avait pas anticipé. Là. Lui, il l'avait pas anticipé, mais en fait, il n'y a aucun exemple dans la fiction où on avait quelque chose comme des avions de ligne. C'est notre signe noir, on n'avait jamais pensé que ça pouvait comme ressembler quelque à chose ça. que des avions de ligne seraient détournés pour aller
brisé en morceaux des gratte-ciel. D'où notre incompétence pour faire du sens avec ce qui se passait, là. C'est-à-dire qu'on regardait, je me rappelle d'avoir regardé les images à la télé puis de pas comprendre littéralement ce qui se passe en disant, hein, c'est ça, quoi exactement. que- Ça, c'est un bon exemple. Ouais. Ça, c'est un bon exemple de signe noir, le 11 septembre. Et l'idée principale derrière cette théorie-là, c'est que bien on ne puisse pas prédire spécifiquement ces événements-là, c'est dans leur nature même, ce sont des signes noirs, on ne peut pas savoir que ça peut exister. On devrait quand même être conscient de leur existence et de leur potentiel pour provoquer des changements ou des bouleversements. Et c'est là où je reviens à la question du risque, c'est que je pense que actuellement, quand je regarde la discussion, le débat par rapport au risque, notre réflexion sur ces risques-là n'intègre pas suffisamment justement la possibilité du signe noir. C'est-à-dire, on fait comme si on pouvait déjà savoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur, sans justement se donner les moyens pour peut-être élargir un petit peu notre horizon des possibles. Puis prévoir et gérer l'improbable. Et oui, et on peut essayer d'élargir ça, même si c'est pas le but, c'est pas de prédire avec exactitude ce qui va se passer, mais on devrait être en mesure de développer des scénarios d'anticipation qui envisagent des situations qui sont actuellement impensables dans le domaine de l'IA. Donc, il faut arriver à trouver des moyens de faire ça. Véronique, je t'entends réagir sur la gestion du probable et de l'improbable. Je pense que t'es là-dedans, là. Ben oui, je trouve ça intéressant comment t'amènes la chose, Sylvain, mais ça nous ramène un peu à un concept qui est assez connu, en fait, là. Au niveau technique, on appelle ça essayer de prédire hors distribution. Pendant très longtemps, en intelligence artificielle, entre autres, on s'est dit, à partir du moment où on a plein de données, on a tellement de données que c'est sûr qu'on a tout, tu sais. Mais c'est pas vrai qu'on a tout dans ces données-là. Puis la recherche commence un peu à se poser ces questions-là, puis à revenir là-dessus. C'est un concept au niveau statistique qu'on connaît depuis très longtemps. N'importe qui a suivi un cours de statistique de base sait que quand tu De base à la maîtrise. de base, non. de base, le cours de statistique, même celui qui se donne au cégep, une des premières choses que tu apprends, c'est d'avoir un échantillon représentatif de ta population. Donc, ça fait partie des premiers concepts qu'on apprend, puis on l'a comme oublié, hein. On a complexifié nos modèles, on a ajouté des paramètres, on a fait toutes sortes de choses, puis on a oublié cette idée de base-là que ce qu'on fait, finalement, ça peut juste représenter ce qu'il y avait dans nos données. Donc, on appelle ça là, le nouveau champ de recherche qui nous ramène finalement à quelque chose de base. C'est l'idée de faire de la prédiction hors distribution. La prédiction hors distribution, puis le signe noir, Ouais, on est dans les mêmes eaux. Je vois un beau lien, puis j'aime beaucoup cette façon-là d'amener ce concept-là avec le signe noir. Là, je vais le reprendre. C'est à ça que ça sert, ce genre de discussion-là, de faire des liens entre des concepts socio-philosophiques peut-être, et des maths, là. On est là. J'avais peut-être une dernier commentaire à faire après ça. En fait, c'est justement, si on était en mesure d'intégrer cette possibilité-là du signe noir, on pourrait en fait renforcer notre capital intellectuel pour évaluer, réfléchir sur ces risques-là. Il y a en fait un exemple là, qui me vient en tête sur un moyen ou des moyens qui pourraient être faits comme ça. En fait, c'est la discussion. Hein. C'est d'essayer d'élargir le plus possible et essayer de faire émerger les signaux faibles là où on ne les trouverait pas. Il y a une initiative qui a été faite en France là, par l'Agence d'innovation de la défense qui a créé le Red Team Defense. Défense, c'est pas en anglais, le Red Team, mais c'est défense. Donc, on reconnaît un peu les Français, hein, en mélangeant un peu l'anglais avec le français au travers. Tout respect. Qui nous paraissent toujours un petit peu incongrus ici. Mais bon, qui est une initiative qui est vraiment une espèce de boîte de réflexion, là, mais c'est une équipe qui est composée d'auteurs de science-fiction, c'est-à-dire il y a des scénaristes, il y a des BDistes là-dedans, il y a des écrivains. Excusez-moi. Il y a des... Tu en avais parlé, je me souviens, Sylvain. J'en ai déjà parlé. On l'a perdu. J'en avais déjà parlé, ah bien. Il me semble que tu en avais déjà parlé. OK, je me répéterai, mais je m'en souviens pas. Non, mais au contraire, parce que j'avais adoré. Donc, c'est de mettre un peu des gens, même des illustrateurs aussi, là, qui sont en équipe avec des experts scientifiques et des experts militaires. Et là, on
les place ensemble, puis ils réfléchissent. Et leur mission, c'est vraiment d'imaginer des scénarios de menaces futures qui pourraient se produire dans un horizon de 2030 à 2060. Ils ont publié un livre il n'y a pas très longtemps, ça fait quelques mois, là, sur les prédictions qu'ils ont faites. Évidemment, là, il y a pas tout parce qu'il y a une certaine partie qui est secrète, mais il va y avoir une deuxième partie de ce livre-là. Donc, je pense que ça, c'est peut-être quelque chose, là. L'idée de regrouper des gens ensemble pour les faire réfléchir, les faire... pas juste essayer d'identifier le probable, l'improbable, mais d'essayer d'imaginer l'improbable. La ligne, ça serait de dire, essayez de nous... Là, c'est pas juste des écrivains, ça pourrait être des gens du public aussi. Ça pourrait être même en respectant un bon échantillonnage, par exemple, de toutes les catégories socio-économiques, de toute la diversité culturelle aussi, et de leur dire simplement quels sont les risques à court... La même question qu'on a posée dans le panel tout à l'heure, c'est les risques à court, moyen et long terme, mais en leur disant, essayez de ne pas nous dire de reprendre les mêmes images ou les mêmes idées que vous avez déjà entendues. Essayez d'imaginer autre chose. Ça serait ça le mot d'ordre. Ça serait de dire c'est quoi le plus grand risque pour la société, mais pas ce qu'on a déjà entendu avant. Trouver autre chose. Vraiment intéressant, Sylvain. La conférence en question, là, je l'ai retrouvée, celle de l'Obvia, ça s'appelait l'anticipation des risques majeurs pour la société. Joshua Bengio était là. Il y avait Caroline Lequen-Roth qui était là, Jocelyn McClure, Sonia Solomon qui était là aussi, Hugo Loiseau et Claire Boine était là aussi, participait à cette discussion. Très intéressant, les risques, sortir des risques probables et identifiés et à court terme, essayer d'imaginer l'improbable, ça fait partie de la réflexion. Évidemment, on est loin des risques concrets, mais c'est important de se garder une place, entre autres dans la discussion, pour essayer d'anticiper tout ça. Parce que c'est ça, en fait, la conclusion, c'est que les risques qui pourraient se produire pourraient être ceux dont on n'a jamais soupçonné même le début du nombre d'imagination ou d'anticipation. Il est où notre 11 septembre, Lia? Je veux pas vous faire peur, mais ça pourrait ressembler à ça. Shirley, t'avais quelque chose à ajouter? Non, je me demandais juste, Sylvain, la partie 2, du coup, elle sort quand? Parce que faut qu'on en parle. Je sais pas, c'est dans les prochains mois, je vais vérifier. Je sais que la partie 1 ça vient juste d'être fait, là. C'était en 2022. D'accord. Fait que je crois que ça devrait pas tarder, mais je sais qu'ils poursuivent l'initiative, là. Ils ont décidé de continuer ça. C'est un essai, un ballon d'essai, en fait. T'as-tu le nom de l'organisme en question pour qu'on puisse la retracer sur... En fait, c'est le projet, c'est Red Team Défense. Red Team Défense, oui. Et c'est l'agence de l'innovation de défense française. Donc, c'est comme je dirais un think tank à l'intérieur du ministère des Armées, je dirais. Oui, puis si vous écrivez de la science-fiction ou un roman futuriste ou un court-métrage futuriste sur l'intelligence artificielle, il y a peut-être des idées de scénario là. Mais en fait, je sais que la Chine a déjà fait un projet, un projet un petit peu similaire, mais c'est sur le plan ils sont beaucoup plus larges. En fait, ils demandent la contribution des citoyens ordinaires. Leur dire, envoyez-nous là, vos idées sur ce que vous pensez qui pourrait arriver à propos des conflits ou des menaces ou des risques futurs. C'est l'équivalent c'est le service de renseignement chinois qui a lancé ça, mais ils ont lancé un peu c'est comme cette initiative-là, mais au lieu d'être juste un cercle fermé, ils ont lancé ça dans le public comme ça, là. Vraiment intéressant, Sylvain. Je me demandais où tu t'en allais avec... C'est toujours ça avec toi, là. Tu pars à quelque part, tu dis où il s'en va, puis il atterrit là. Puis on dit, waouh, c'était un beau voyage. Non, mais cela étant, le signe noir en intelligence artificielle, moi, ça m'a fait penser effectivement à tous les aspects militaires que tu as évoqués aussi du coup, Sylvain. J'ai aussi à un moment donné, j'ai fait le lien avec ce dont j'avais parlé sur tout ce qui est justement algorithme et sport. Enfin, Sylvain, si tu sais déceler les signes noirs, il faut que tu te fasses engager par une équipe, en fait, parce que eux, ils vont avoir absolument besoin de repérer toutes ces micro-changements possibles qui vont surprendre l'adversaire. Donc, ouais, c'est vrai. En fait, il y en a des applications concrètes de signes noirs. Je pense qu'il y en a bien plus qu'on ne le pense, justement. OK, ben merci. Merci, beau thème, beau sujet.
Sylvain, bel automne pour toi. On va surveiller ça aussi. Surveiller les risques réels, concrets, les risques potentiels. Tu voulais ajouter quelque chose, Sylvain? Oui, ça me fait penser sur le rebond comme ça, là, mais dans le livre là, Super Intelligence de Nick Bostrom, en même temps, il donne un exemple, il l'appelle pas ça comme ça, le signe noir, mais il dit pourrait se produire la même chose avec l'intelligence artificielle que les avions, en fait. Il dit, lorsqu'on regarde, on a toujours, de tout temps, dans les arts, dans l'histoire, l'humanité a rêvé de voler. On n'a jamais imaginé que ce serait des avions ou des fusées. On imaginait que c'était des oiseaux ou quelque chose qui ressemblait. On essayait d'imiter, de partir des modèles qui existaient dans la nature pour extrapoler ça dans le ciel. Mais en fait, l'aviation s'est pas développée du tout dans ce sens-là. Et il disait que ça pourrait être exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. OK. Ça fait rêver. Tiens, je vais me retourner vers ma dernière collaboratrice pour cette deuxième partie d'IA Café. On est avec Véronique Tremblay. Elle est à ma gauche. Vous le voyez pas, vous l'entendez pas. Fait que ça donne rien que je le dise, mais je me retourne quand même vers elle. Véronique, ton automne, ça ressemble à quoi? C'est quoi les dossiers qui attirent ton attention? Mon automne, écoute, c'est difficile de passer après Sylvain qui nous amène toujours ailleurs dans ses interventions. Va sur son terrain. Il va sur son terrain. Je nous ramène un peu plus dans le terre-à-terre. Moi, cet automne, ce qui va attirer mon attention le plus, c'est de suivre les travaux en lien avec le projet de loi C-27. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont à l'extérieur du Canada, là, donc je vais peut-être faire un petit rappel. Oui, vas-y, ouais. C'est un projet de loi sur l'intelligence artificielle. Donc, on a déjà une loi au Québec sur la protection de la vie privée, mais ce projet de loi-là couvre un élément qui va un peu plus loin puis qui va être un peu plus difficile à gérer, je dirais, là, du point de vue du moins de quelqu'un qui est dans le secteur privé, mais aussi d'un point de vue de la recherche universitaire. Donc, ce qu'on va faire dans ce projet de loi-là, c'est qu'on va s'attaquer aux projets qui ont une incidence élevée sur les gens et à la notion de résultats biaisés. Donc, dans ce projet de loi-là, il y a cette notion-là de discrimination en lien avec les algorithmes. Et c'est une question qui est très complexe, à laquelle je me suis attaquée beaucoup dans mon doctorat et à laquelle j'ai pas trouvé de réponse. Parce que on s'entend tous pour dire qu'on ne veut pas discriminer et qu'on ne veut pas de résultats biaisés. Mais après, c'est quoi ça, un résultat biaisé? Et puis, je peux vous garantir que je peux vous sortir toutes sortes de statistiques selon le résultat que vous voulez entendre par rapport à un modèle sur est-ce qu'il est biaisé ou pas. Donc, on s'entend tous pour dire que on veut pas de résultats biaisés, on veut pas de discrimination, mais après ça, d'être capable de dire c'est quoi exactement de la discrimination suffisamment pour être capable de l'intégrer dans la formule mathématique qu'on va mettre dans nos algorithmes. Donc, cette question-là, elle est extrêmement compliquée. Je sais pas comment ça va être géré. Le questionnement au niveau philosophique de comment on traduit le concept de discrimination qui est pas très, très clair dans une formule qui, elle, doit être très, très, très explicite. C'est vraiment très, très, très difficile à faire. Et ça va être très difficile aussi. Puis là, je mets mon chapeau de quelqu'un qui est dans l'industrie ou dans le privé. Pour les entreprises privées, présentement, c'est assez insécurisant parce qu'on sait pas comment ça va être interprété, ça. On sait pas ce que ça veut dire. On sait qu'il va y avoir une réglementation par rapport à ça. On sait qu'on risque d'avoir d'avoir à se justifier là-dessus ou des choses comme ça. Mais on ne sait pas comment ça va être interprété. Il y a une grande incertitude là dans le secteur privé. C'est une chose de dire, on va faire des lois, on va essayer de gérer la discrimination potentielle avec l'intelligence artificielle, mais à quoi ça va ressembler pour vous? Quelle charge de travail on est en train de mettre sur vos épaules? Ça semble peut-être simple au point de vue conceptuel, mais quand c'est le temps de le mettre en œuvre, des fois, c'est plus compliqué. Quand c'est le temps de le mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Et puis, dans le domaine de l'assurance, parce que c'est le domaine que je connais, évidemment, si je demande aux gens c'est quoi une prime qui est équitable et qui ne discrimine pas, je vous garantis que systématiquement, ça va être la prime qui est la moins chère pour vous. Donc, ça devient ça devient assez difficile à gérer là, comme question, même si on veut le faire bien. Puis c'est très, très bien qu'il y ait de la législation là-dessus. En fait, on la veut, cette législation-là, parce que comme ça, on va devoir tous faire la même chose. Mais c'est quoi un modèle qui est équitable, finalement? C'est quoi l'équité? C'est quoi la discrimination là-dedans?
Donc, moi, je suis très, très, très intéressée par comment va progresser ce projet de loi-là, qui est encore très loin d'une loi qui va être appliquée. Là, on s'entend, là, je m'attends pas à ce que ce soit mis en œuvre avant 2 ou 3 ans, peut-être. Donc, on a encore le temps de se questionner. Mais ça va être compliqué. C'est Ok. intéressant parce que Vas-y, Stéphane. ça répond, enfin, c'est la même problématique peut-être que le signe noir, j'ai envie de dire. C'est que là, je me remets dans mon générateur d'images. Je demande, par exemple, à un générateur de dessiner un signe. Si je suis en Europe, bah, je vais m'attendre à avoir un signe blanc. Mais si je suis en Australie, peut-être que je vais vouloir un signe noir. Et donc, débiaiser un système, pour moi, c'est un peu complexe parce que je crois pas que les biais soient quelque chose de communément partagé. Non, en effet. Puis même la notion, le terme biais me dérange. Faudrait Ah oui? arrêter de dire ça. Ça me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Un biais, au sens statistique du terme, du moins, un biais, c'est un écart systématique par rapport à la vraie valeur. C'est quoi ça, la vraie valeur? C'est là que ça se fait. On peut regarder les biais au niveau statistique. Puis d'ailleurs, ça fait partie des problèmes que je vois dans la recherche sur le thème aussi. Donc, on prend un problème, on prend la notion de biais que les gens associent à de la discrimination plutôt. Et puis, on se dit, on veut régler ce problème de discrimination-là. Alors, nous qui avons un profil technique, on se dit, OK, il faut corriger des biais. Donc, on s'amuse à corriger des biais statistiques, donc des écarts par rapport à une vraie valeur. Et après ça, on s'imagine que on a corrigé un problème de discrimination, alors que ce sont deux choses. On peut très bien prédire la vraie valeur sans biais statistique et Malgré faire quelque tout. chose qui ne correspond pas aux valeurs de la société quand même. Donc, ça me dérange un peu cette confusion-là entre le biais, la discrimination, le stéréotype, l'inéquité. J'ai un petit... j'aimerais mieux qu'on clarifie ça. J'ai l'impression que ça simplifierait un peu les choses. Là. En tout cas, ça clarifierait les choses. C'est pour ça que c'est important d'aller un peu plus loin que juste dire il y a des problèmes avec les biais, la discrimination en intelligence artificielle, il faut régler le problème parce que ça se joue dans ces nuances-là. C'est quoi un biais? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire quand moi ou un professeur d'éthique ou en sociaux utilise l'expression biais? Puis en statistique, qu'est-ce que ça veut dire un biais? Puis comment on peut le mettre en œuvre une fois que le législateur a dit il faut les corriger? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on vous demande comme tâche? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour de vrai pour corriger? Parce que le but, c'est de corriger la discrimination. Moi, je pense que oui. Le but, en fait, c'est que le modèle, du moins dans les modèles d'aide à la décision, là, c'est là-dessus que je me concentre dans mes travaux. Puis c'est l'élément que je trouve intéressant dans ces 27. Ce qu'on veut faire dans la prise de décision, c'est pas tant d'avoir un résultat qui est sans biais, c'est de prendre la décision qui correspond aux valeurs de notre société. Puis c'est pas nécessairement la même chose. Oui, parce que correspondre aux valeurs de notre société, ça peut être un biais. Ça en peut disant, être on s'en va dans telle direction. On a un biais, c'est-à-dire qu'on prend une direction, c'est axé sur une valeur. Puis justement, on veut influencer le système pour aller dans une direction en particulier. Exactement. Donc pour moi, sans biais, c'est quoi un biais? 2, je suis pas sûre que c'est ça qu'on veut faire vraiment. Donc c'est mon dada là présentement. D'ailleurs dans ma thèse et dans ces 27, j'ai hâte de voir comment ça va être géré par les gens qui écrivent les lois, finalement, ce concept-là. Puis est-ce qu'on va assister au même problème que j'observe quand je vais dans des conférences où je vois des conférences, mettons, multidisciplinaires qu'on dit, où je vois un chercheur qui est plus issu de la philosophie ou des sciences sociales et un chercheur qui est plus issu du milieu technique qui sont en train de parler de biais ensemble et qui ne parlent pas du tout de la même chose. Pas de la même chose. C'est ça la vraie difficulté de la transdisciplinarité, c'est si on peut utiliser le même mot puis pas parler de la même chose. Puis des fois, on a l'impression qu'on parle de la même chose, mais on parle pas de la même chose. Donc, toute l'importance de t'entendre là. Puis moi, je t'ai entendu, là. Il y a une différence entre un biais comme vous l'utilisez, puis un biais comment les statisticiens ou ceux qui sont là-dedans, là, donc les mathématiciens, les actuaires, comprennent c'est quoi un biais. Exactement. Je m'avance un petit peu Vas-y, peut-être, Charlie. mais je pense qu'elle m'en voudra pas.
je nous prévois des conversations absolument passionnantes avec Eve, c'est certain. Là, si tu nous lances sur le sujet, je pense que voilà, ça va y avoir des enregistrements assez sympas. Mais Je connais Eve, on a échangé à quelques reprises sur ces sujets-là, puis effectivement, ça va être très intéressant, là. Oui, Eh ben, c'est pour ça je me que... joins à vos conversations. Oui, c'est pour Super. ça qu'on est là. Puis effectivement, juriste plus technique, ça, c'est sûr que c'est là que ça se passe. Donc, C27, gestion des modèles équitables, non discriminatoires. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça fait? Puis qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment s'adapter à ces changements-là? Merci, Véronique. Moi, de mon côté, mon automne, écoutez, moi, mes principales fonctions ici, c'est de l'enseignement, là, donc j'en ai encore, ça varie entre 150 et 200, là, ça dépend, mais ça, c'est mes fonctions à l'automne, donc j'adore enseigner, je le fais avec passion, mais je fais aussi de la recherche, donc ça, mes enjeux mes thèmes de recherche cet automne, c'est évidemment, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça fait partie de mes thèmes, mais le lien que je fais de plus en plus, puis vous l'avez entendu dans ce podcast, c'est les liens entre l'intelligence artificielle, puis la conduite responsable en recherche et l'inconduite responsable en recherche. Donc ça, c'est un dossier que j'avais pas anticipé au début de ce podcast-là. Puis c'est un dossier qui prend de plus en plus de place. Pour vous donner un exemple, je lisais les travaux je suis passionnément les travaux de Guillaume Cabanac on a déjà reçu ici à l'émission. Rappelez-vous de Guillaume. Guillaume tente de débusquer un petit peu la fraude scientifique, donc des articles scientifiques qui auraient été écrits avec des outils là, des chats GPT de ce monde, là, donc des LLM. Donc lui, il fait ça. Il cherche sur Internet. Il scrape l'Internet. Scrape, ça doit être quoi le mot en français? C'est aller colliger tout ce qui s'écrit dans la littérature scientifique, puis il cherche des petits drapeaux rouges, hein, des expressions qui laisseraient des traces d'utilisation abusive, je dirais, de ce genre d'outils-là. Il s'est amusé à chercher un exemple simple, c'est le mot « regenerate ». Si vous avez utilisé ChatGPT, vous avez vu qu'en bas, là, c'est écrit « regenerate ». Puis il n'y a pas juste les étudiants qui font juste des gros copier-coller. Le mot regenerate, là, en ce moment, c'est devenu un flag dans les articles scientifiques parce qu'il y en a aussi qui se font prendre en faisant des copier-coller dans leur article, donc des bouts de texte où on fait un copier-coller de ce qui a été généré à l'aide de ces outils-là. Puis le mot regenerate apparaît. L'autre drapeau rouge, des petits flags, lui utilise entre autres l'expression as an AI model. En tant que modèle d'intelligence artificielle, vous savez, des fois, quand l'outil vous répond, puis il arrive dans ses limites, il dit toujours « as an AI model ». Cette phrase-là, elle commence à apparaître dans certains articles scientifiques. Donc ça c'est fou quand même. C'est un peu paniquant. Puis ça met en exergue toute la problématique, là, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui l'utilisent, qu'on peut l'utiliser peut-être pour l'aide à la traduction, l'aide à l'écriture, l'aide à la structuration peut-être, mais du gros copier-coller non révisé par l'écrivain, mais surtout, là, en plus, non révisé. En tout cas, le travail des réviseurs, je ne sais pas pourquoi on les paie, là, mais il me semble que c'est un peu ça, passer à travers les textes puis s'assurer qu'il n'y a pas des expressions comme « regenerate » puis « as an AI model ». Donc, voilà. Je prépare d'ailleurs une conférence là-dessus à l'automne, là, comment que ces outils-là peuvent être utiles en recherche. Donc, pour créer, écrire, analyser, il y a vraiment des utilisations intéressantes en recherche, mais comment aussi ça peut dévier vers la fraude, des fausses images, du texte écrit, des faux articles publiés par des fausses compagnies. Donc, il y a quelque chose. Je veux pas vous alarmer, puis c'est pas la majorité, mais ça n'a pas besoin d'être la majorité pour que ça puisse nuire à la confiance qu'on a envers la recherche.
Donc, voilà, ça, je prépare ça. Puis, ben, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Mais je fais aussi le podcast. Puis ça, je suis curieux de vous entendre, là, parce que moi, ce podcast sur l'intelligence artificielle, là, ça prend de plus en plus, oui, d'énergie puis de ressources, mais en même temps, je trouve que ça devient un outil extrêmement payant intellectuellement comme outil d'accompagnement en recherche. Parce que nous autres, en recherche, c'est sûr que les publications les plus payantes, c'est des... Puis Sylvain le disait, là, des publications écrites. Puis c'est sûr que mes podcasts, je suis pas sûr qu'un comité d'agrégation écouterait les podcasts ou le considérerait, mais en même temps, comme véritable outil de recherche, c'est là. Moi, je lis ardemment, je fais des rencontres, des entrevues semi-dirigées, je vous rencontre, je débat, je fais des conférences. Donc, tout à coup, là, ça prend du sens, puis ça peut s'intégrer, en tout cas pour ma partie, là, dans mes activités de recherche. Puis c'est pas pour rien là, que je l'ai intitulé « Enquête au cœur de l'intelligence artificielle ». Pour moi, je le sentais, ce potentiel-là. Là. C'est pas juste deux dudes qui parlent de hockey à un micro. Là. Il y a quelque chose d'assez sérieux puis de rigoureux derrière ce projet-là. Donc moi, ça fait partie de plus en plus... Quand je dis que je fais de la recherche, je dis toutes sortes de choses, mais j'ajoute maintenant que je fais un podcast sur l'intelligence artificielle où je fais une enquête. Donc, tranquillement, là, j'essaie de l'intégrer, puis de le promouvoir, puis de le vendre aussi à mes pairs en disant « C'est pas juste un petit hobby, là, mon affaire. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de sérieux puis d'enthousiasmant, ne serait-ce que comme outil de recherche, mais je serais intéressé de le savoir. Vous, ce podcast-là, là, ça prend... Quelle place dans votre vie professionnelle, disons là? Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que ça fait partie de votre travail? Est-ce que vous le considérez comme étant vos outils de travail? L'écoute, pas juste le faire, là. L'écoute de podcasts aussi sérieux, faire des podcasts, vous préparer, c'était sérieux aussi. J'ai entendu votre préparation aujourd'hui. Là. Quelle place ça occupe dans votre vie professionnelle? Shirley, on va commencer par toi. Moi, je dirais que ce podcast, et du coup les podcasts en général, mais commençons par celui-ci, et d'être derrière un micro et d'y participer et d'entendre les invités que tu as et qui sont, c'est hyper un contenu hyper qualitatif. Je trouve que ça attise, que ça ma curiosité, que ça ouvre mes chakras de curiosité et je trouve ça génial en fait. Je trouve que c'est une chance absolument incroyable et c'est arrivé plus d'une fois que du coup des conversations qu'on avait me titillent, m'intriguent et du coup que j'aille creuser, que du coup que je l'inclus dans ce que je peux écrire. Et là, typiquement, ça vient de se passer en fait avec Véronique, qui sur cette notion de biais, mon cerveau a fait ok, il va falloir aller creuser ça clairement. On va discuter, Véronique. Et du coup, je trouve que c'est donc une chance incroyable, et je pense que cet outil en plus là de podcast et des podcasts en général, on devrait, ça permet de populariser, je crois, la recherche académique et la connaissance en général. Et je trouve que c'est un beau moyen de la valoriser. Et que c'est dommage, ce que tu disais, que ce soit pas un outil, par exemple, reconnu ou quoi. Okay. Justement, je trouve que c'est dommage et que il y a, pour moi, ce vrai lien qu'il y a entre populariser la recherche académique permet vraiment de la valoriser. Et on devrait. Ça permet d'aller chercher aussi, mais c'est ça que je me rends compte, ça permet vraiment d'aller chercher celles et ceux que ça intéresse vraiment. C'est-à-dire que quand je publie un texte, des fois, je me dis, tu sais, c'est-tu lu? C'est-tu lu? Et de les faire qui lit? Alors que là, je le vois, là, qu'il y a une vraie communauté de personnes qui sont pas juste là. Des fois, je le disais à Véronique un peu plus tôt, j'ai l'impression que nos auditeurs sont encore plus brillants que mes collaboratrices sont là. Tu sais, c'est une vraie communauté, c'est là, on partage du contenu, c'est pas fou. Puis là, il y a une vraie vie, en tout cas, moi, je vois une vie académique, intellectuelle qui peut être déployée dans ce
ce sens-là. Ben, je voudrais peut-être enchérir Vas-y, là-dessus, là, parce que effectivement, c'est vraiment une façon de partager. Finalement, c'est un mode de partage de la réflexion qu'on a pendant la recherche. Cette discussion-là qu'on vient d'avoir sur les biais que Shirley a nommé, en fait, c'est le fruit de à peu près 150 articles de revues universitaires, de réflexion en arrière de ça. Ça fait très longtemps que j'y pense dans le domaine de ma recherche, mais c'est le genre de choses qui est à peu près impossible à publier dans les revues académiques standards. Même si c'est publié dans ton champ d'expertise, pourquoi moi j'irais chercher ta réflexion-là alors que... Tu iras pas la chercher, cette réflexion-là. Puis dans mon champ d'expertise, c'est à peu près impossible que je publie une réflexion de ce type-là. Il faut que je fasse des preuves mathématiques parce que dans mon domaine de recherche, ce qu'on publie, c'est des preuves. Donc, fait que cette réflexion-là, où tu es rendu dans ta tête, tu la partages où? Puis même si tu essaies de le publier dans une revue pour les juristes ou une revue pour les philosophes, t'as-tu vraiment... Ça fonctionnera pas non plus parce que chaque discipline a un peu ses standards pour la publication. Sa façon, c'est son cadre pour la publication puis le partage. Donc pour moi, un endroit comme ici, c'est vraiment c'est le fun, mais ça fait-tu partie... Moi, je disais que tranquillement, je l'intègre à mes outils en disant, je pense que c'est de la recherche. Puis j'aurais pas de misère. D'ailleurs, il y a une partie de mon financement à recherche qui est consacrée désormais à ce projet-là. Là. Mais toi, avec ta compagnie, quand tu pars, là, il est 11 heures, là, ça fait 2 heures que tu es avec nous autres, tu dis-tu, je travaille ou je fais un hobby, là? OK. Là, c'est ça. Je le rentre dans les activités, dans mon temps sur mes travaux de recherche en lien avec ma thèse. Donc, c'est là-dedans que ça rentre. Non, ce sera pas financé par l'entreprise où je travaille. Ceci dit, ça aurait pu l'être. J'aurais pu essayer de négocier puis de le présenter comme un élément de visibilité externe, tout ça, mais je ne voulais pas le faire dans le contexte de IA Café. Je voulais que ce soit vraiment complètement indépendant. Ça aurait pu. Oui, ça te permet de garder ton autonomie, ton indépendance. Tout à fait. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est pas l'endroit pour faire... t'es redevable, puis... un peu, puis je trouve que c'est pas du tout l'endroit pour ça. Donc, ça pourrait, les mains libres, dans certains cas, mais ça l'est pas du tout. Donc, moi, je considère que je suis en train de faire un travail qui est lié à la recherche, donc à ma thèse doctorale, en participant à ce café-là. Pour moi, c'est une activité de recherche. Par contre, je suis pas financée pour le faire. Donc c'est un peu plus facile de me mettre ça dans la tête là, mais parce que j'ai pas besoin de demander de financement pour ma thèse doctorale, mais je le considère vraiment comme une activité de recherche. Excellent, Stéphane. Tiens, on va aller à Stéphane après à Sylvain. Stéphane, toi, c'est le podcast, c'est quoi? C'est pour ta participation ici. Tu vois ça comme un hobby, un travail, recherche et développement, tu partages des idées? Alors, j'ai un objectif pour moi-même. Je pense que l'écoute d'IA Café et ma participation, c'est une espèce de contre-pouvoir. C'est comme si dans ma tête, il y avait un espèce de conflit entre ce que je peux faire en tant que développeur, c'est-à-dire que j'utilise les données et j'ai besoin de m'interroger sur qu'est-ce qui fait du sens, mais également, qu'est-ce qui peut être rentable, mais également qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est juridiquement accepté. Voilà, toutes ces questions-là, je me les pose systématiquement, et ça fait 20 ans que je me le pose sur les données. Et là, j'utilise les données pour créer des outils, et donc je pense que puis là, on est témoin de ta réflexion, parce que c'est pour ça que je trouvais ça passionnant aussi de t'avoir ici dans l'équipe. C'est justement ça. Voici un là, qui développe, qui tente de faire de l'intelligence artificielle, puis qui pense, puis à quoi ça ressemble une tête d'une personne qui essaye de développer tout ça, puis qui pense aux enjeux qu'on essaye d'aborder ici. C'est ça. Je veux pas me rendre... Bon, après, je pense que c'est lié à ma personne, mais je veux pas me rendre dans un endroit qui me semblerait pas correct. Voilà. Donc, j'ai vraiment besoin de cette réflexion pour canaliser mes développements en quelque sorte. Sylvain, de ton côté, c'est quoi, là? C'est-tu de la recherche? Ça fait partie de
Tu dis-tu que tu fais de la recherche quand tu te pointes ici, là? Non, moi, je mettrais plus ça du côté du hobby, mais je dirais un peu la même chose que Shirley, c'est juste une question de curiosité. En fait, moi, j'aime ça parler, en fait. Et parfois, je parle trop et j'ai l'impression aussi que les gens avec qui je suis, ben, peut-être que parfois, ça leur tente pas de tout écouter et de tout absorber. Et puis, j'ai parfois l'impression de me parler un peu tout seul. Et puis là, Ça, c'est intéressant. Les geeks, les intellectuels dans un party, moi, je suis souvent la personne où, tu sais, je parle à la personne, puis à un moment donné, elle se trouve une raison de dire, bon, ben, je vais continuer mon tour ici, là. Fait que je vais aller, tu vois que, j'ai peut-être parlé un petit peu trop de ce qui me passionne, puis Sylvain était dans cette chaise-là, là. Exactement. Puis, ben, en fait, là, je me dis, puisque les gens écoutent le podcast, ben, ils veulent m'écouter ou ils veulent nous écouter. Et puis, les autres intervenants. S'ils veulent aussi, pas, il appuie sur pause ou ils vont à un autre épisode, là. Exactement. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, sous un plan peut-être un petit peu plus, disons, des compétences, ben, je trouve le podcast en tant que média est intéressant. Et puis, je vois des applications pédagogiques aussi qui sont possibles à faire avec ça. Donc, éventuellement, j'aimerais peut-être essayer ça, d'intégrer ces outils-là à des fins pédagogiques, que ce soit en demandant à des étudiants de recréer un podcast ou de transformer un cours en podcast. Donc, ça fait partie de quelques idées qui sont dans le pipeline, là. Ouais, c'est vrai, sur la forme, la production de podcast, moi, je m'en sers comme un outil d'accompagnement. C'est un autre podcast, là, je vous en ai peut-être déjà parlé ici, mais j'ai un podcast d'accompagnement de mon cours. Puis ça aussi, c'est intéressant comme outil. OK, j'étais curieux, dans le fond, là, c'est pour ça que j'essaie de reconnecter avec ma gang. J'étais curieux de savoir quelle place ça occupe dans leur agenda officiel. Parce que dans un CV, il y a toujours ça, il y a le CV officiel, puis il y a le CV fantôme, là, tout ce qu'on fait, puis qu'on met pas dans le CV. Puis le podcast, je me suis dit, je le mets-tu dans mon CV ou pas? Puis là, je me dis, mais non, avec tout ce que je fais, ça se peut pas que ça a une valeur, là. Je veux dire, il y a une rigueur qui est là. On peut pas juste dire que, en tout cas, dans mon cas, que c'est juste mais OK, c'est tout ce que je voulais. C'est ce que je voulais faire, c'est ce que je souhaitais faire avec vous pour entamer cette 4e saison, entre autres, à la fin. Là, ben, rappelez à nos auditeurs les ambitions de ce podcast, puis la valeur de notre démarche. Une démarche auquel vous êtes nombreux à avoir adhéré. Écoutez, nos stats là, depuis 1 an, c'est un peu, ça donne le vertige, là, c'est-à-dire ça a presque quadruplé dans la dernière année. Puis évidemment, le ChatGPT a contribué à cette ascension en nous faisant... Ça nous a fait passer je le disais un peu plus tôt, ou peut-être c'était dans l'avant-enregistrement. Ça nous a fait passer d'un podcast de niche à un podcast dont le sujet est beaucoup plus populaire. Et on remerciera jamais assez OpenAI d'avoir créé ChatGPT pour nous mettre un peu sur la map. Et ben notre communauté, elle a grandi. Écoutez, on est partout dans la francophonie. Ça faisait partie de nos ambitions au début, d'essayer d'atteindre la francophonie, parce qu'il y en avait des podcasts. J'en écoute d'ailleurs d'autres podcasts en anglais, mais en français, il y en avait pas tant que ça. Donc, on avait ciblé la francophonie. Puis là, maintenant, il y a plus de 70% de notre auditoire qui est 100% est francophone, j'imagine, parce que sinon, ils comprennent pas de quoi je parle en ce moment. Plus de 70% sont européens et européennes partout. En France, Canada, c'est sûr, mais Canada, c'est pas européen, mais francophonie. Donc, France, Belgique, on a du monde en Suisse, je vous salue, Maroc, Algérie, c'est là. Les principales villes, j'ai regardé ça sur notre site, notre hébergeur. Paris, Montréal, Québec, Bordeaux, quoi d'autre? Bruxelles, Lyon, Toulouse, Alger. Donc, vous êtes là. C'est vraiment trippant de savoir que vous êtes là. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire d'où vous nous écoutez, puis ce que vous pensez de tout ça. Puis, vous joindre à la discussion d'IA Café, parce qu'après tout, là, c'est une vraie petite communauté. Donc, merci encore une fois de nous accompagner dans notre enquête sur la recherche, les enjeux sociaux, éthiques, techniques, informatiques en intelligence artificielle.
Puis si vous avez des suggestions de thèmes, de contenu, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. On est tous sur LinkedIn, ça c'est sûr. Puis curieusement, cette communauté-là en intelligence artificielle sont très vocaux. Puis c'est bien. On est en tout cas dans mon cas, je suis sur Twitter, sur X désormais. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Écoutez, profitez de ce qui reste de l'été. Merci à mes collaboratrices. Shirley Plumeran, merci. Merci à toi. Sylvain Munger, merci. Merci à toi et à vous. Stéphane Minéo, merci. Merci Jean-François, merci pour vous autres. Et Véronique Tremblay, merci encore. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir, Stéphane et moi, dans votre équipe. Yes. Écoutez, profitez de l'été. Les terrasses, le plein air, la chaleur s'achève, je vous rassure. Puis on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.